ne pas tomber amoureux de son projet. On a tous vécu ça, de démarrer avec une idée, et pour ceux qui ont changé qu'une seule fois d'idée, c'est ceux qui sont tombés tout de suite sur un coup de bol sur le sujet qui marche. En tout cas, de ceux que je connais qui se sont acharnés sur un truc qui marchait pas, ont très très mal vécu, voire perdu leur boîte. Bonjour Johan, Hello. Bienvenue dans le podcast La Voix du dirigeant. Merci. Bouchra est exceptionnellement à distance, elle n'est pas parmi nous parce que on a adopté récemment un tout petit chien et on peut pas le laisser tout seul. Bravo tous les deux. Bonjour Johan. Et bonjour Bouchra. Du coup, on va commencer tout de suite par la première question. Et cette première question, c'est est-ce que tu peux te présenter ton activité? Alors, Johan Rousseau, mon activité, c'est une société qui s'appelle Stratégine, que j'ai montée en 2017. Donc, on a fêté les 6 ans là, en janvier. Ça a été créé au début comme une société de conseils en stratégie. Et les conseils en stratégie se sont vite résumés à digitaliser les entreprises, puis à leur mettre en place des outils. Donc, on s'est dit qu'on allait faire de la croissance, mais via la transformation numérique, avec un côté logiciel. Et on a fini par développer des ERP, des logiciels sur mesure. Ça, on en a pas mal parlé. Et voilà, nos clients, c'est plutôt de la très petite à la très grande PME. On a tout le volet de la PME, là, les 10-15 salariés jusqu'à 250. Ou des équipes dans des grands groupes qui sont une vingtaine, donc en gros c'est des petites PME. Voilà, et après on fait du web, du mobile, de l'embarqué, un peu de tout. Très bien, est-ce que tu peux juste donner une toute petite définition de ERP pour ceux qui... Alors un ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning, et c'est un logiciel de gestion intégré, donc ça veut dire qu'on prend l'information quand elle arrive. Donc, a priori, plutôt venant des prospects côté commercial, venant des fournisseurs côté achat et supply, etc. Et on va traiter l'information de bout en bout jusqu'aux livraisons, support client et jusqu'à l'extinction de l'information. Et dedans, sur tous les process de l'entreprise, on va avoir le commercial, les achats, tout ce qui est supply chain, les stocks, la prod, le support, la livraison, la logistique. Vraiment, on peut avoir tout. La compta, évidemment, en dernier. Mais on peut avoir tout le volet, on peut avoir une partie, on peut avoir une plus ou moins grosse partie. Et quand on se limite à la partie commerciale, voire commande, quoi, le début de la prod, souvent on appelle ça un CRM. Et ça, c'est beaucoup plus connu que les ERP. Merci pour cette petite définition. Donc, vous faites des ERP sur mesure pour les petites entreprises. Je sais aussi qu'il existe des petits ERP, je crois open source ou pas très cher pour des dépendants, des gens qui se lancent. Est-ce que tu peux en citer ou est-ce que... Oui, alors il y en a un à Toulouse en plus qui est super, qui est Axonaut. On est allé les voir il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On les utilise, enfin c'est notre ERP, parce qu'on n'a pas eu encore ni le temps, ni le budget, ni je pense la maturité pour nous faire notre propre ERP. Voilà. Et ils sont très très bons, ils sont pas chers du tout. Ils couvrent une très grosse partie du spectre de l'ERP justement. Voilà, et en plus c'est pas des concurrents parce que eux ils font quelque chose d'extrêmement standard. Là où nous, justement, le but, c'est quand une entreprise ne trouve pas son bonheur là-dedans, nous, on travaille. Donc, sinon, on est de toute façon trop cher en comparaison, ça aucun intérêt. Très bien, merci pour ce petit détail. Bouchra, tu voulais intervenir ? Oui, je trouve ça très intéressant, c'est un spectre assez large d'action. Ma question, ce serait, je suis désolée, je pousse un petit peu, comment tu vois Stratégine dans 10 ans? Quel est ton objectif? Dans 10 ans, Bouchra.
Alors déjà, dans 6 mois, ce sera pas mal. Alors honnêtement, dans 10 ans, j'en sais rien du tout. C'est beaucoup trop long. Je vais te répondre dans 5 ans, puis on se revoit dans 5 ans pour te faire les 5 années d'après. Euh, alors, on y reviendra peut-être, mais on a eu des phases étonnantes. On a eu une phase d'hypercroissance. Bon, on a eu la phase difficile au début, comme tout le monde, où il n'y a pas de clients, il n'y a rien, il faut tout faire. Donc voilà. Il y a eu la phase d'hypercroissance qui a été très sportive, puisqu'on n'a jamais levé de fonds, on n'a jamais fait rentrer d'investisseurs, jamais fait rentrer d'argent. Donc c'était tout à la force du poignet. Il faut gérer le recrutement et la prod en même temps pour pouvoir suivre cette Ouais. croissance. Bah, il faut prendre la décision de recruter quelqu'un, sachant que tu peux pas le payer. Et bonne chance. Voilà. Donc ça a été ouais, pendant 2 ans, les recrutements se sont faits comme ça. Ensuite, on a eu l'indicible bonheur de rencontrer le Covid. Donc on a eu une phase de crise dont on est en train de sortir là maintenant. Donc tu vois, Covid-19, début 2020. Fin 2023, on devrait en être sorti. Voilà. Et là, on est en train de rentrer dans une phase qui est une phase plus apaisée. On fait toujours des taux de croissance qui sont sympas, mais beaucoup moins sportifs et dangereux que ce qu'on a connu avant. Et donc là, pour répondre à Bouchra, dans quelques mois, d'ici 1 an à une bonne année, je pense qu'on aura encore amélioré un certain nombre de choses qu'on a en R&D, donc on aura des logiciels qui seront encore plus intéressants à montrer, notamment, on discutait d'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a des choses qui vont rentrer là-dedans et qui vont changer un peu la manière dont on utilise ces logiciels-là. Donc ça, à mon avis, ça va être sympa à voir. Je pense qu'il y aura quelques personnes en plus, mais peut-être moins que ce que j'avais imaginé il y a un moment. Surtout, on sera dans une phase plutôt stable, c'est-à-dire quelque chose qui est tranquillement rentable tous les mois, ni explosé, ni en méga croissance, ni en crise, etc. Mais quelque chose de plutôt linéaire, positif, et avec voilà, des nouveaux produits, des idées. On en a 2 ou 3 dans les packs. Donc, En fait, le fond de ma question, c'était est-ce que vous orientez ou t'aimerais t'orienter dans un futur plus ou moins proche vers des logiciels sur étagère, par exemple, un logiciel déjà créé qu'au final tu vas revendre ou repersonnaliser un tout petit peu et revendre à plusieurs clients? Ou est-ce que tu t'orientes vers rester et grandir dans le fait de personnaliser et de l'ultra personnalisation et donc du forfait, quoi? alors, je vais essayer de ne pas être trop technique. En fait, toute la raison d'être du produit qu'on a créé, c'est de pouvoir le plus vite possible, le moins cher possible, et le plus efficacement possible, faire du totalement sur mesure. Donc on va rester là-dessus, ça c'est sûr. Mais on est en train de le faire suffisamment efficacement pour que ça puisse s'apparenter, alors pas tout à fait à du sur étagère, mais on va dire des logiciels avec intégrateur, quoi. Donc c'est une forme de paramétrage. En gros, ouais, on avance vers quelque chose qui ressemble à ça. C'est beaucoup plus puissant que ça, mais c'est exactement l'effet que ça fait. C'est logique parce que d'un point de vue, pour vous, c'est plus rentable d'avoir moins de développement dur à produire. Et en même temps, ça permet de répondre à des besoins très précis qu'on Et on très peut faire poussé, en fait. pousser et en faire la pub et aller voir donc, des niches qui ont besoin de ce genre de solutions. La raison pour laquelle on ne va pas vers de l'étagère, enfin des logiciels sur étagère, c'est qu'ils ont un cœur logiciel qui est fixe et qui n'est pas bougeable et qui crée des contraintes. Oui, on parle je veux- d'Axonote par exemple, c'est ça. Complètement. Il y a une méthodologie de prise de commande, de facturation, d'encaissement, etc., qui sont standards et qui sont très bien pour plein de monde et qui ne vont pas du tout pour un certain nombre de personnes. Et en fait, comme c'est pour ces gens-là qu'on travaille, on ne fera pas du standard. Ça n'a pas d'intérêt. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai tendance à dire que la colonne vertébrale d'une entreprise, c'est ses process. Les processus, c'est vraiment ce qui est important dans l'entreprise.
Et tu disais qu'il y a deux versions, finalement, pour automatiser, pour améliorer les choses. C'est soit on regarde le processus et on va créer un logiciel qui va répondre exactement à ce processus-là et l'automatiser. L'autre version, c'est de dire, il y a des logiciels qui existent, mais du coup, comment je dois modifier et adapter mon processus interne pour pouvoir l'utiliser. Et ce côté-là, c'est pas mal parce que pour des petites entreprises ou certaines, même grosses entreprises, ça permet de structurer l'activité quand elle n'est pas très structurée. Mais le désavantage, c'est que du coup, on standardise des process, on doit subir un changement de process, alors qu'à la base, l'outil est là pour accompagner et améliorer l'efficacité du process sans le modifier. C'est ça. Et tu perds. Il y a une aberration dans cette histoire-là, c'est que donc encore une fois, hein, quand ça s'applique, parce que ça s'applique pas pour tout le monde, mais quand ça s'applique, tu perds euh, tu perds une richesse importante de l'entreprise qui est sur quoi elle s'est bâtie. C'est-à-dire que il y a eu des clients, il y a eu des projets, il y a eu des affaires, il y a eu des commandes, etc. Et puis l'entreprise a appris, elle a construit certains process, elle les a construits différemment d'ailleurs pour certaines raisons. Et je suis persuadé que c'est ça qui fait la réussite de l'entreprise. Et quand tu arrives et que tu plaques un truc standard, bah, il y a une chance sur deux pour péter ce qui est né finalement de cette expérience-là, quoi. Ça demande, au pire, pour que ça marche, une gestion du changement phénoménale, et c'est un métier à part entière. Le coût humain est hallucinant. En Ouais. fait, je pense que ça serait intéressant. D'ailleurs, c'est pour ceux qui regarderont et pour ceux qui peuvent entendre ça, je ne sais pas où, euh, intégrer au coût d'un projet le coût du changement, le coût humain, c'est-à-dire le coût en termes de fatigue, de frustration, éventuellement de démission, de coûts économiques, de changement de process. Il y a de la perte sèche, clairement, hein, là-dedans. Et je pense que si on se mettait à ajouter cette petite ligne-là dans le coût d'un projet, étonnamment, ça changerait 2-3 business cases. En fait, normalement, et là je vais faire une standardisation et une généralisation qui n'est pas tout à fait juste, mais grosso modo, statistiquement, le coût d'un projet dans son ensemble, il faut considérer un tiers pour du développement, un tiers pour du changement et un tiers pour de la maintenance post-développement. Parce que y a toujours, on se rend compte, hein, quand on livre un projet, il y a toujours des choses à modifier, à améliorer. Et donc ce camembert, qui est très simplifié, parce qu'il y a d'autres étapes, hein, dans un projet, ça montre que en fait, le coût du développement et le coût de la gestion du changement, c'est exactement la même chose. Donc en fait, il faut faire x2 quand on pense à ça. Et x3 pour avoir un truc mature, quoi. Mais c'est ça, et ce qui est intéressant, je pense que tu as une partie du coût de la maintenance qui est liée à la gestion du changement, c'est-à-dire que tu as des changements qui ne sont pas acceptés et que du coup on revient en arrière parce que les changements ne sont pas acceptés. Et c'est marrant parce que du coup, là je faisais des petits ratios là, et en fait nous, la maintenance c'est entre un tiers, entre 20% et un tiers du coût du projet, donc finalement, du coût du dev, hein. Donc finalement, on gagne 2 tiers de cette phase-là en ne cassant pas toute l'organisation de l'entreprise, quoi. Exactement. C'est intéressant. Et du coup, un peu moins. Il y a de la gestion du changement quand même, il y en a un peu, mais beaucoup moins que ce qu'on peut voir ailleurs, quoi. Bon, merci pour cette petite aparté. Donc, pour résumer, dans 5 ans, vous vous concentrez sur le développement de ces solutions sur étagère, mais complètement sur mesure toujours. Voilà, ouais. sur mesure, tout en conservant, j'imagine, un petit peu de RP. Ça sera des ERP d'ailleurs, hein. Oui, ce que je veux dire, c'est des choses que vous développez de zéro parce que vous ne l'avez pas pensé. Et bien justement, c'est tout le sujet, c'est que même ceux-là, de logiciels entre guillemets sur étagère, seront quand même du sur-mesure, donc il y aura quand même des trucs faits de zéro dedans. D'accord. C'est sûr. Ok. C'est Très d'ailleurs bien. tout le travail de recherche qu'on fait. Ouais. Super. J'aime bien l'idée de personnaliser sur étagère, ça permet de réduire les coûts pour le client et à la fois d'être efficace et pour vous, c'est beaucoup moins de rework. Ça permet de valoriser un travail qui a été fait, enfin le travail de base qui a été fait
Ça permet de le valoriser, de capitaliser dessus plusieurs fois. Ouais, et tu as un troisième critère, c'est les ressources humaines chez nous. Parce que quand tu es stagiaire de fin d'études, bon, ça t'amuse de faire des trucs un peu basiques, et parce que comme ça te conforte dans le fait que tu as bien appris ton métier. Quand ça fait 2 ans que tu fais ça, bon, valider des formulaires et les envoyer en base de données, ça intéresse personne, quoi. Et du coup, on a un troisième volet qui est que les devs qui font du développement chez nous se concentrent de plus en plus sur des tâches à très haute valeur ajoutée. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Effectivement. Bon, merci pour ces descriptions. Je pense qu'on reviendra aussi sur ce sujet donc d'hypercroissance versus avoir un parcours plus flat. Mais du coup, je te pose la deuxième question. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est là où les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur et si tu les as dépassées ou si tu es en cours de les dépasser, est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Déjà, je pense que ces plus grandes difficultés-là, il y en a eu plusieurs et il y en a eu par phase d'entreprise. Et en fait, en fonction de l'échelle, c'est pas du tout les mêmes. La plus grande difficulté, je trouve, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment outrepasser, je pense qu'on peut mieux le vivre, mais outrepasser, c'est compliqué, c'est qu'on a toujours tort tout le temps. C'est-à-dire que si tu subis un échec, c'est de ta faute, hein. Si tu as un succès, a priori, c'est de la chance. Si tu prends une décision qu'elle est favorable à une personne, elle est défavorable à une autre personne, donc celle-là t'en veut. Si tu prends l'inverse, du coup, c'est celle-là qui t'en veut. Ce que tu décides de faire est toujours mauvais pour quelqu'un. C'est très très compliqué à gérer. Quelqu'un ou une situation, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément tourné sur des personnes, mais il y a toujours un aspect négatif à une décision que tu prends. Et c'est très compliqué de gérer ça. Déjà par rapport au regard que tu as envers toi-même. Et puis tu es tout seul, quoi. Je sais que ça, c'est un sujet, la solitude du dirigeant, etc., c'est un gros sujet, mais ouais, là tu es tout seul, hein. Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a un niveau de responsabilité dans l'entreprise parce que tu as des décisions à prendre, quoi qu'il arrive. Et donc, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Il y a forcément des moments où la décision, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, etc. Mais il faut la prendre. J'ai pas trop de problème pour prendre des décisions. Ça, j'ai une technique infaillible pour ça. D'accord. Qui m'accompagne depuis bien 10 ans maintenant. Donc, c'est une bonne méthode. Par contre, il faut les assumer derrière. Et quand tu as le choix entre 2 mauvaises décisions et que tu prends la moins pire des deux et que tu dois aller la vendre à 20 personnes, faut être bon commercial, quoi. parce que tu sais en fait qu'elle est pas bonne, ta solution. Tu sais que t'as pas le choix, mais tu sais qu'elle est pas bonne, hein. En fait, tu parles de la difficulté finalement psychologique du regard des autres par rapport à une décision, c'est ça ? Ouais, et puis le regard que tu as envers toi-même, hein. Les autres, ça peut être toi-même aussi, hein. Ça peut être prendre la décision, je sais pas moi, de ne pas recruter quelqu'un qui le mérite. Parce que tu prends la décision aussi de arrêter de collaborer avec un gros client. Parce que ce client, il est toxique. Va décider d'arrêter de collaborer avec ce client et ensuite va dire à la personne qui attend d'être recrutée et qui mérite d'être recrutée parce qu'elle s'est arrachée pendant des mois, etc., pour être à la hauteur et tout, que non, toi, tu as pris la décision d'arrêter lui et que du coup, lui, il vient pas chez toi. Et en fait, la décision, elle est juste mauvaise tout le temps. C'est-à-dire que si tu gardes ton client toxique, c'est pas bon. Mais du coup, tu peux recruter, tu vois. Et en fait, va l'assumer. En fait, ouais. C'est une problématique managériale principalement. Et le plus difficile, c'est que dans une grande entreprise, quand on est manager, en général, ce genre de discours qu'on a envers ses équipes, ça vient d'au-dessus. Oui, toujours. Donc on peut très bien dire... C'est pas moi, c'est mon chef qui m'a demandé de vous dire ça. Bon, c'est pas la bonne approche à faire, mais il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a plein qui font ça, bien sûr. Alors que là, il
Il y a personne au-dessus. Et donc, Ouais, c'est bah, je toi peux dire qui... que c'est pas moi, c'est le chef, mais Voilà. ça va retomber sur moi quand même, hein. Ou c'est pas moi, c'est les actionnaires, ça peut arriver Oui, aussi, mais c'est mais... pareil, là, ça marche pas non plus. Exactement. Exactement. Heu, moi, du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Parce que, dans ce genre de situation, alors prendre la décision, je comprends bien que tu as pas de souci avec ça. Derrière, il y a 2 phases, en fait. Un, l'annoncer et ensuite l'assumer. Donc, est-ce que tu fais une démarche, en fait, par rapport à ça? Est-ce que j'en sais rien, tu t'es fait accompagner, tu as étudié des moyens d'annoncer des mauvaises nouvelles? Je sais pas, qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre, pour, travailler sur ce sujet? Être un peu moins gêné, un peu moins mal à l'aise quand tu dois annoncer des mauvaises nouvelles ou que tu dois assumer des décisions, entre guillemets «mauvaises»? Alors je me suis fait coacher, pas spécifiquement sur ça, mais je me suis fait coacher. Le sujet initial du coaching, c'était, je savais que la boîte était en train de grossir plus vite que j'étais capable de gérer le sujet. Et donc, 6 mois, 1 an avant que je sente que j'étais devenu incompétent, je suis allé voir une coach, j'ai dit: «Bon là, j'ai ce cap-là à franchir et je fais partie du problème, donc je ne serai pas la solution. Donc, il va falloir qu'on discute ensemble un peu et puis qu'on trouve ces moyens-là.» Euh, Dans ces échanges-là, il y a énormément de choses qui m'ont apporté, qui m'ont permis de mieux gérer aujourd'hui, en tout cas de mieux l'assumer, de mieux accepter. Euh, Annoncer des mauvaises nouvelles, de toute façon, on ne va pas les cacher, hein. Donc voilà. Et puis, quand tu es sûr d'avoir pris la bonne décision, ou la moins mauvaise, le but, c'est de l'expliquer. Euh, Parce que ça sert à rien de se cacher. Les gens, ils comprennent. Donc, ils comprennent quand il y a un problème et quand on essaye de ne pas leur dire ce qui se passe vraiment, etc. Donc, j'ai une approche extrêmement transparente là-dessus en disant, voilà, j'ai le choix entre ça et ça, j'ai pris la décision de ça. Euh, et s'il y a bien un truc sur lequel je pense que c'est plus facile, c'est que quand j'ai pris une décision, par contre, c'est trop tard pour négocier. Donc, c'est pas un sujet. S'il faut l'expliquer, s'il faut avoir des discussions en one-to-one avec les gens, etc., je le fais sans aucun problème. Mais par contre, voilà, c'est tu vois, le coaching, là où il a été intéressant, c'est t'es à ta place, et ta place, c'est de faire ça. Et donc, assume-le, en fait, parce que tu le fais, et c'est ton job, et donc, voilà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, dire à quelqu'un, ouais, je comprends, c'est dur, ça me fait pas plaisir, à toi encore moins, mais c'est comme ça. C'est de l'affirmation de soi. Et en fait, Bouchra, tu parlais des deux phases, expliquer aux autres et après l'assumer. Moi, je pense qu'il y a une phase avant Tu qui est l'assumes d'abord, ensuite tu le dis aux autres, je pense. peut-être, et même se convaincre soi-même finalement. En fait, c'est la communication envers les autres, il faut d'abord la faire en soi. Effectivement, c'est impossible de convaincre ou d'expliquer correctement les choses si avant on n'est pas sûr de soi. Donc, Mais c'est un des trucs, alors on parle beaucoup des difficultés d'être entrepreneur, mais ça c'est un grand confort. C'est-à-dire que le nombre, quand tu es salarié et que tu as un chef au-dessus et que tu dois prendre que tu dois exécuter une décision en laquelle tu ne crois pas, c'est beaucoup plus dur, je trouve, que d'assumer une décision que tu as prise toi-même. c'est plus facile hein, en apparence, mais par contre, il y en a certains qui ont besoin de se faire coacher pour assumer ce genre de choses. Donc, Ouais, pour l'assumer, mais je pense que quand tu as monté ta boîte, c'est intrinsèquement, c'est forcément un des facteurs ouais. de vouloir être maître du truc, quoi. Oui, oui, bien sûr. Parce que sinon, tu fais pas ça, hein. Trop dur, hein. Il y a des méthodes, il y a des techniques, en fait, pour annoncer les choses difficiles. Et je sais pas, je pense que c'est un sujet, si tu l'as pas encore travaillé, qui devrait vraiment t'intéresser. Comment annoncer un message, mais même des plus difficiles, quand on se retrouve dans ces positions, en fait, d'être responsable de gens, c'est l'un des premiers trucs à faire, en fait, c'est d'aller se renseigner sur comment annoncer des mauvaises nouvelles. Parce que si tu sais pas le faire,
un jour, tu seras obligé de le faire et là, dans ce cas-là, c'est tes émotions qui prendront le pas et c'est ta réflexion, c'est d'être en toi-même et cetera. Alors que si tu maîtrises déjà la technique, bah, en fait, tu es un peu plus rassuré. Effectivement, dans les anecdotes, le fait on a eu dans les épisodes qui nous sont arrivés, parce que notre vie d'entreprise a été un peu une aventure, hein. Euh, une fois, on savait à partir du premier du mois qu'on avait peut-être 10% de chance d'être capable de payer les gens le 30. Et ben, va serrer les mains de tout le monde pendant 30 jours. Et tu leur dis pas, hein, parce qu'il y a une chance que tu puisses les payer. Et ben, voilà, le moment où tu commences à envisager d'aller voir tout le monde, etc., très très compliqué. Dans les mauvaises nouvelles, il y a eu la crise, il y a du Covid, il y a eu le télétravail forcé, il y a eu effectivement des licenciements. Ouais, il y a eu un petit peu il y a eu un peu de mauvaises nouvelles dans les 2-3 dernières années. Il n'y a pas eu que ça, heureusement. Mais voilà, quand tu as une mauvaise nouvelle, moi je réunis toute l'équipe. Et alors après, voilà, pas si c'est pour licencier une personne, hein, mais quand tu as une vraie mauvaise nouvelle d'entreprise, c'est toute l'équipe, tous ensemble. On explique la situation, on explique les choix qui s'offrent à nous. Et moi, j'explique ma décision, pourquoi je l'ai prise et s'il y a des questions, quoi. Après, c'est des discussions en one-to-one, etc. Après. Et toi, Johan, comment tu le vis exactement? C'est-à-dire, est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que... Non. Il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je t'avoue que sur ça, j'ai été gâté dans le rôle d'entrepreneur. J'ai le problème de trésor, de licenciement, de clients, de machin, ça m'empêche pas trop de dormir. Euh, Quand tu non, arrives à relativiser, en fait. la fois... oh, je sais pas, tu sais, c'est un coma qui dure 5 heures. Donc, tu n'as pas besoin de. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais non, ça m'a jamais vraiment empêché de dormir. Par contre, il y a des périodes. La période qui est très très dure et celle dont on est en train de se sortir, c'est peut-être d'ailleurs euh, la décision qui n'a pas été la plus dure à prendre, mais qui est la plus dure à assumer. C'est qu'en fait, j'ai décidé de licencier personne à cause du Covid. Je voulais pas. C'est débile, hein. Économiquement, ça n'a aucun intérêt comme décision. C'est vraiment contre-intuitif. Mathématiquement, tu poses ça sur un tableau Excel, tu te mets deux baffes, hein. Mais il était hors de question que je vire qui que ce soit. Des gens qui se sont battus pour que l'entreprise elle marche, etc. C'est hors de question qu'en pleine crise, je les vire. Point. Bon, bah une fois que tu as pris la décision, on a passé 7 mois sans signer un seul contrat. On a pris tous les prêts possibles, PGE, etc., etc. Bon, bah, après, il faut être créatif, quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé le début de la R&D avec justement cette standardisation de sur-mesure en mettant du sur-mesure sur étagère. Enfin, ce projet-là a commencé à ce moment-là parce que je leur ai dit on ne prend pas un emprunt pour financer des salaires. C'est mort. On va prendre un emprunt pour financer de la R&D. Alors il s'avère qu'il y a une crise et qu'on a du coup du temps pour faire de la R&D, mais si vous avez envie que ça continue à être votre salaire, il va falloir que ça soit de la R&D, quoi. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Mais oui, ça a été le message, bah, tu vois, mauvaise nouvelle. Bon, bah, mauvaise nouvelle, crise. Mauvaise nouvelle, on n'a plus de contrat. J'ai deux choix. Soit je vire la moitié des gens et économiquement on s'en sort. Soit je garde tout le monde, je m'endette, moi, beaucoup, parce que je pourrais acheter une baraque avec ce que je me suis endetté, hein. Et on fait de la R&D. Par contre, on l'assume ensemble, quoi. Bon, bah quand je dis que t'es tout seul, depuis tout le monde est parti. Parce Ouais. que la crise s'est arrêtée, parce qu'il y a eu il y a eu une reprise assez exponentielle, il y a eu des propositions de salaire qui étaient indécentes, et puis nous on pouvait pas, on s'était endetté, donc il faut assumer. Et aujourd'hui on est en train de se sortir de cette situation-là. Euh, et donc c'est dur à assumer, ouais. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui, ils y sont pour rien.
ils n'étaient pas là, mais ils assument les conséquences d'un choix que moi j'ai fait pour d'autres personnes qui n'ont pas assumé. C'est là, en fait, que pour la décision, c'est assez intéressant, c'est de se dire que la prise de décision, c'est pas fait pour faire plaisir à quelqu'un. Là, en l'occurrence, ça fait une décision qui était pour eux une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas être licenciés, ils allaient continuer à avoir un salaire pendant la crise, mais qui n'était pas forcément une bonne nouvelle économique pour l'entreprise. Et donc, c'était pas. En fait, pour toi, c'était une mauvaise nouvelle. Pour moi, Pour eux, c'était une c'était très une mauvaise bonne nouvelle. nouvelle. Hein. Ouais. J'aimerais bien savoir, j'ai peut-être pas entendu ce passage-là, mais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? Alors, j'ai pas expliqué ce passage-là. Parce que pour moi, on était une équipe et que on s'en sortirait ensemble ou on s'en sortirait pas, mais ensemble. Point. Voilà. Et après, bon bah, tu fais ce que tu peux. C'est là où, en fait, tu es tout seul. Et donc, en étant seul, la force de l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, justement, parce que tu es seul dans le statut. Mais par contre, pour que l'entreprise fonctionne, ça ne fonctionne pas si tu es tout seul. Et donc là, c'est une décision collective que tu as prise pour l'avenir de l'entreprise, au détriment, finalement, effectivement, de toi, l'individu entrepreneur, quoi. Oui, après, je regrette pas une seconde la décision. Elle m'a coûté une fortune, mais je peux te dire que quand tu réunis tout le monde et que t'as tout le monde qui se trimballe avec un masque parce que c'est une pandémie mondiale et que tu dis bon, on travaille tous ensemble, on va continuer à bosser ensemble, ça te construit une équipe. Donc ça, c'est un des effets positifs dont on parle pas quand c'est un drame économique, mais ça n'empêche que en termes de management et d'équipe, il s'est passé un truc très très fort. Ça te construit une culture d'entreprise. Parce que je peux te dire que le premier qui part à 16h58 en ayant déjà fait son sac alors que les autres ils sont en train de trimer parce qu'ils sont en retard ou qu'ils ont un problème, etc., lui il se fait phagocyter par le système. Parce que tu as une équipe et l'équipe elle est là pour affronter les difficultés ensemble. Et quand tu viens de communiquer ça, bah, les gens ils se battent. Hein. Donc en fait, tu crées une dynamique de groupe qui est hyper puissante La crise, et qu'on a ouais, encore la aujourd'hui. crise, c'est un excellent moteur, effectivement, de la création d'une équipe, d'une culture d'entreprise, etc. Parce que justement, ça met tout le monde comment dire, dans une vision, dans un ordre de bataille, finalement, qui est intéressant. Et d'ailleurs, toute la difficulté du leadership, c'est de réussir à créer ça hors période de crise. Mais déjà, la période de crise, on peut aussi la foirer. Donc là, c'est bien parce que ça permet de. C'est créer ça, quoi. ce que j'appelle l'ennemi commun, moi. Euh, pour le trouver hors crise, tu as un ennemi commun. Il faut qu'on soit tous d'accord, une espèce de consensus d'équipe sur l'ennemi commun. Et ça peut être tout. Hein. Ça peut être un problème de qualité, ça peut être Un concurrent. un ça peut être, concurrent, ouais. ça peut être le fait qu'on travaille trop. Genre, tu vois, tu peux trouver cet ennemi commun. On se met tous d'accord dessus, et puis on part à la guerre, quoi. Et là tu as une équipe, parce que tu as l'ennemi commun. Sinon, les gens, ils vont commencer à discuter, à se batailler entre eux, machin, et Sinon, tu ce que tu as dans sinon, les il y a grands des groupes. Hein. ennemis à l'intérieur. Ouais, ouais. Et je peux te dire que quand tu as une ville assiégée et qu'il y a une armée de 12 000 soldats qui sont devant tes murs, savoir qui veut être le plus grand caporal, parce que personne n'a envie d'être sur la plus haute tour et celle qui va prendre le premier tir. Hein. Donc, le côté ennemi commun, ça te fédère un petit peu dans une même direction et c'est un très très gros sujet de management. Ça. Nous, on a mis ça en place dès le départ. On choisit d'ailleurs, on met ça en objectif d'année. Hein. En début d'année, on dit ok, ça, Abattre c'est un cet ennemi. sujet, on l'abat dans l'année. Quoi. On le démonte dans l'année. Ouais. Et ça marche. Ah, j'aime bien cette notion de nous versus eux. Il y a nous et l'ennemi. Moi, je trouve beaucoup d'autres items qui sont intéressants dans ton choix parce que là, si tu avais eu un contrat et que tu avais choisi de licencier, est-ce que tu aurais eu les compétences de l'accepter ce contrat et de l'assumer?
Il aurait fallu recruter de nouveau, potentiellement reformer, des gens qui sont pas en équipe, qui sont pas encore bons. Enfin, Ah, ça, c'est une décision indépendante, ça. Ça peut se poser hors période de crise et hors période où tu es obligé de licencier qui que ce soit. C'est est-ce que j'accepte un contrat, sachant que la solution technique qui m'est demandée, je ne sais pas la faire. La réponse est oui. On trouvera un chemin. Pas un problème, ça. Donc la réponse est oui. Est-ce que tu as une décision qui a été particulièrement difficile à prendre ou complexe dans ton parcours? Alors, tu as parlé là de fait de maintenir une équipe pendant la crise. Est-ce que tu en as une autre que tu veux partager? Oh bah oui. Donc quitter le CDI, euh, alors que j'étais en couple avec un enfant en route, propriétaire, euh, c'était un peu téméraire. Peut-être un peu plus que prévu. Bon, du coup, je suis plus en couple. Toujours, l'enfant a été livré, pas de problème là-dessus. Plus propriétaire non plus. Euh, mais euh, mais l'aventure a fonctionné. Voilà. Euh, Très très dur à assumer ça aussi comme période. Ça c'est des choix un peu compliqués. Ouais. Ouais, parce que tu dois vivre la difficulté de la création d'entreprise et de l'entreprise de manière générale. Et en plus, il y a toute la partie personnelle qui vient s'ajouter à ça. Oui, et qui entre en conflit. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de s'ajouter, le problème perso, il vient du pro, clairement. Ouais. Donc, c'est quand on dit t'es tout seul, etc. C'est compliqué de faire comprendre des sujets qui dépassent l'entendement commun. Alors pas parce que t'es un super entrepreneur, machin. C'est parce que quand tu rajoutes des zéros à des chiffres, ça devient vite inintelligible. Par contre, quand c'est sur ton compte en banque, ça devient vite très intelligible, hein, même s'il y a beaucoup de zéros. Hein. Et ça, c'est un truc, ça, tu vois, c'est une des phases qui a été un peu bizarre. Alors, je sais pas si c'est une difficulté ou quoi, mais il y a eu un moment un peu bizarre. C'était le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus capable, si jamais l'argent ne rentrait plus, de payer les charges de la boîte, perso. C'est-à-dire quand tu es au début, bon, voilà, tu as un loyer. Quand tu prends le premier bureau, bon, bah, tu as un loyer, tu as un peu de matériel, ça va. Un site internet, Oui, un oui. mois ou deux, ça peut se faire. Voilà. Là, quand les charges mensuelles de la société, ça dépasse ton salaire annuel, bon, bah, faut trouver d'autres idées. Hein. Parce que là, ça marchera plus. Et le jour où je m'en suis rendu compte, effectivement, ça a été un peu compliqué. Je me suis dit, bon, là, si ça foire, c'est compliqué, quoi. Voilà. ouais, dans un cas, tu essaies de renflouer le navire, de l'autre cas, tu sautes, tu mets une bouée, tu sautes, quoi. Bah, disons que renflouer, c'est pas une solution viable, quoi. Alors, la bouée non plus, ça c'est moi, mais la bouée, je l'ai jetée par-dessus bord en quittant le port, et puis voilà. Mais ouais, c'est ce jour-là, quand tu regardes tes comptes et que tu fais ah oui, quand même. Bon, bah, va falloir être bon là. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, déjà, il faut comprendre que les chiffres, c'est relatif et que tu peux très bien avoir une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires, mais qui a aussi des millions de charges et au final, l'entrepreneur se paye quasiment pas ou n'est pas capable de se payer parce qu'il n'y a pas de résultat. Et Pas la situation la plus confortable, clairement. Hein. Voilà. Non, non, puis alors en plus, pendant la période de crise, il y a eu beaucoup de mois où on perdait de l'argent, beaucoup. Euh, et euh, là, même chose, c'est chaque erreur peut te coûter ta survie en tant qu'entreprise. Il faut pas en faire beaucoup. Hein. Et on a eu une période comme ça qui était une vingtaine de mois, un peu moins de 2 ans, où chaque jour quand tu vas bosser, tu as 10 crises. Et si t'en foires une, peut-être tu meurs le lendemain. Et en fait, faut être bon parce que faut pas les foirer. Hein. Et c'est tous les jours, hein, pendant 2 ans. Hein. Donc bon, après, on a fait des erreurs. Elles nous ont failli nous coûter notre survie. Elles l'ont
nous l'ont pas coûté. Mais on n'en a pas fait beaucoup, hein. Et quand tu vois ce que le peu d'erreurs qu'on a fait nous a coûté, heureusement qu'on n'en a pas fait beaucoup, hein. Donc voilà. Après, c'est un truc qui est très dur aussi, tu vois, en termes de difficulté, c'est les échéances de temps. Le cadre de vie d'une entreprise, le flux temporel d'une entreprise n'est pas le flux temporel des personnes. Et nous, je dis toujours que chez Stratégie, on fonctionne au semestre. C'est-à-dire que quand tu regardes en arrière le semestre d'avant, tu vois des changements. Tu vois pas forcément des changements dingues, mais tu vois des changements. Quand tu regardes 2 semestres en arrière, là, ça commence à se voir pour de vrai. Quand tu regardes un an et demi en arrière, tu fais ouais, là, c'est plus la même boîte. Alors que les gens, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est long, hein. Ben nous, c'est une demi-période. 3 mois, c'est un demi-semestre, quoi. Et du coup, il se passe rien en 3 mois. Rien du tout. C'est-à-dire que tu peux regarder en arrière, hein. Tu vois pas. En fait, si, il se passe plein de choses, Oui, mais c'est pas mesurable. C'est pas. Alors, c'est mesurable parce que tu as des outils pour le mesurer, mais ça se voit pas tu vois pas de différence dans l'entreprise. C'est-à-dire que tu viens dans l'entreprise à 3 mois d'écart, tu vois pas la différence. Par contre, à 6 mois d'écart, tu fais ouais, non, là, il y a un truc qui a changé quand même. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le dirigeant, il doit avoir cette vision-là de ce qui avance et même si en 2-3 mois il s'est rien passé, lui il sait que en fait dans 6 mois on va arriver à tel endroit. Et comme tu disais, c'est inintelligible pour la grande majorité des gens, que ce soit pour les employés ou pour les personnes de l'entourage, la femme, les parents, la famille, etc. Et c'est du coup complexe parce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer. C'est la fameuse solitude de l'entrepreneur, et c'est là que c'est intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont au même niveau et qui comprennent. Et en fait, moi, je fais aussi le parallèle avec le monde politique. Parce que le monde politique, ou même, par exemple, l'arbitrage dans le foot, où il y a, le coaching dans le foot, on a l'impression qu'il y a 60 millions de coachs en France. En réalité, il n'y a que le coach qui connaît son métier et qui est capable de comprendre où il va. Les Français ont beaucoup de métiers. Voilà, la politique, c'est pareil. Comprendre les décisions du président de la République, en fait, on peut les critiquer, mais en réalité, on ne peut pas essayer de les comprendre parce que la vision d'ensemble, on ne l'a pas. Disons que ce serait intelligent de se poser la question de ce qu'on aurait fait nous, Exactement. vraiment, et pas ce qui nous arrangerait. C'est ça. Dans la même situation. Et perso, j'ai pas envie d'aller discuter avec Poutine, moi. Chacun ses choix de vie, hein, mais... Voilà, et du coup, l'entrepreneur, c'est ça à une plus petite échelle, mais c'est ça quand même. C'est avoir une vision d'ensemble systémique, être en mesure du coup de prendre des décisions et de savoir où on va, mais de l'assumer et de le comprendre seul jusqu'à ce que... ça m'est arrivé, écoute, ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Il y a une salariée, elle est avec nous depuis 3 ans. Et elle m'a dit un truc qu'on a réussi à faire. Elle m'a dit, mais tu sais quand est-ce que tu as dit qu'on le ferait? Je dis, à peu près, il y a pile poil 2 ans. Et ouais, il y a pile poil 2 ans. Alors 2 ans et 2 mois, mais c'était pas pile poil. Mais parce que je vais les voir après. Mais effectivement, il y a 2 ans et 2 mois, j'aurais dit, voilà, on va arriver à un stade où on fera ça. On aura sorti ce produit-là et on travaillera moins, on travaillera mieux, on travaillera comme ça. On sera en avance sur certains projets, etc. Un truc complètement délirant. Tout ce que je viens de lister, c'était délirant à ce moment-là. Il y a des gens qui se sont barrés en me disant non mais de toute façon, ça n'arrivera jamais. Laissons tomber. Et en fonction des départs, c'est 6 mois, 1 an après leur départ, finalement, on a réussi. Mais c'était téléphoné. C'est juste extrêmement long. Extrêmement long. Et cette patience-là, tu l'as, toi, en tant que chef d'entreprise, parce que tu vois les choses changer petit à petit, alors que, comme on disait, les employés, eux, il faut les convaincre, finalement, que en tant qu'équipe, on se dirige bien vers là, mais c'est pas palpable tout de suite, quoi. Ça arrivera un jour. Alors, pour les autres, je sais pas. Mais moi, j'ai pas été livré avec de la patience. Donc, je suis complètement dénué de patience. Par contre, on a échangé ça avec de la persévérance,
Donc c'est pour ça, moi, la bouée, je l'ai jetée, hein. Je lâche pas. Tu l'as crevé. Je l'ai crevé, jeté, et il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Mhm. Et je reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que moi, je lâche pas le morceau tant que c'est pas fini. Ok. Et c'est pas vraiment de la patience, parce que je suis très impatient pendant toute la durée du chemin. Mais Au moins, c'est moteur. ouais, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, en fait, alors c'est un peu spirituel, mais c'est la foi, en fait. C'est-à-dire que pourquoi ce contrat-là, ce montant-là, ce jour-là, il aurait pu prendre 4 mois à signer, et puis il a pris 1 mois. Et puis celui qui devait prendre 1 mois, il a pris 6 mois, 1 an. Pourquoi? Mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ça arrive pile poil quand on a besoin. Et en fait, c'est la conjugaison de cette persévérance-là, de dire de toute façon, je n'abandonnerai pas. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais là et on ira. Et ça sera, on prendra 70 000 détours, je m'en fous. À la fin, on est là. Et cette espèce de foi de dire, bon, bah, il y aura ce qu'il faut sur le chemin pour qu'on y arrive. C'est un peu inconscient, hein. C'est pas hyper cartésien comme sujet, mais ça fait que finalement tu tiens, quel que soit le sujet. Et la patience, je trouve que c'est un peu moins puissant, et du coup, tu perds patience quand c'est trop long. Et c'est pour ça que les gens, ils y croient pas, hein. Bien sûr. En fait, comme tu dis, la persévérance, c'est vraiment le cœur, c'est important. Et pourquoi tu trouves des choses au milieu du chemin? C'est pas que de la croyance, c'est aussi parce que justement, il y a beaucoup de travail en amont qui génère ça. Cette persévérance-là, elle est liée à du travail qui, du coup, font que tu récoltes des choses à un moment donné. Alors ça c'est clair, mais moi ce que je m'explique toujours pas, c'est pourquoi à ce jour-là pile poil. C'est-à-dire que ça tombe un jour, pourquoi pas? Mais ce jour-là, le jour où tu perds un contrat, pouf, t'en as un autre. Tu te dis bon, génial, comme si de rien n'était. Le jour où tu perds un contrat, tu dis oh là là, comment je vais m'en sortir? Pouf, il y en a un qui arrive, tu sais pas d'où ça sort. Tu signes un contrat, t'as pas la compétence, le candidat il débarque 3 jours après. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un biais qui est assez intéressant qui fait qu'on est beaucoup plus ouvert au sujet quand il arrive. Oui. Et du coup, on le capte beaucoup plus facilement. C'est comme j'avais des femmes enceintes qui me disaient que avant d'être enceinte à Paris, dans le métro, elles ne voyaient jamais les femmes enceintes, alors que depuis qu'elles étaient enceintes, oui. elles en voient tous les jours, tout le temps. Ouais, c'est parce que tu diriges ton esprit vers l'objectif. Et ben, l'entrepreneur, c'est pareil. Bien sûr. Il se dirige vers un objectif qui est il faut qu'on ait un contrat. Et comme par hasard, ça finit par arriver. Mais c'est extrêmement surprenant. Ouais, c'est surprenant et c'est puissant. Avant de poser la question sur du coup la persévérance et la résilience et pourquoi tu es comme ça, je vais juste revenir sur ces notions de phase de l'entreprise, création, hypercroissance, donc plutôt une vision exponentielle, puis volonté d'aller vers de la linéarité. L'impact sur les personnes. Je sais qu'on en avait parlé à un moment donné. Tu m'avais expliqué qu'il y a des personnes qui sont très contentes quand ça pète dans tous les sens, mais du coup ne veulent pas être dans une entreprise qui est stable, et inversement, il y a des gens qui préfèrent une entreprise stable. Oui, c'est pas les mêmes. Bon, t'as plein de choses, hein. T'as l'âge, le caractère, l'histoire perso, etc. Mais il y a des gens qui s'épanouissent dans un contexte d'aventure. C'est-à-dire, tu leur dis, personne sait faire, personne n'a jamais fait. Voilà, une machette, des baskets, débrouille-toi, fais-nous un chemin. Il y a des gens qui adorent ça et qui ne vivent que pour ça. Il y a des gens, tu leur mets un chemin et des panneaux, ces mêmes personnes-là, ils partent pas, hein. Ils restent sur place, ils disent non, ça m'intéresse pas, on va couper à travers le champ, ça a l'air plus sympa. On dit non, mais on s'est fait chier pendant 2 ans à te faire le chemin, donc t'es gentil, tu prends le chemin. Non, ça m'intéresse pas. Bon, ces gens-là, dans un contexte d'hypercroissance où t'as jamais rien fait, parce que tout est la première fois, rien n'est défini, voilà, ces gens-là s'éclatent. Et ça peut être dur, hein. Tu peux être en crise, ils s'en foutent. Eux, tu leur files une machette, je te dis, ils se débrouillent. Inversement, il y a des gens, s'ils n'ont pas le chemin déjà tracé et les panneaux, ils restent sur place, ils pleurent.
Mais inversement, c'est ceux-là qui vont emprunter le chemin avec les panneaux. Et en fait, c'est juste pas les mêmes personnes. Alors c'est très important d'en être conscient. C'est pas un jugement. Tu as l'un, tu as l'autre. C'est deux compétences qui sont différentes. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Et nous, on a eu cette phase un peu compliquée qu'on n'avait que des aventuriers, parce que quand tu fais de l'hypercroissance, tout le monde est en train de tracer un chemin, donc il y a une paire de machettes, et puis tout le monde le fait. Et puis, au bout d'un moment, le chemin est tracé, et puis surtout, quand tu vis une crise comme on a vécu, nous, on est passé de 200% de croissance annuelle à 20%. On a perdu un zéro. Alors évidemment, en plus, inéligible à toutes les aides possibles et imaginables sur les pertes de chiffre d'affaires, parce qu'on n'avait pas perdu, on continuait à en gagner, mais tellement moins. On était structuré pour faire 200, on a fait 20. Donc, on a perdu 180% de croissance, c'était pas prévu à ce point. Donc tu as toute l'organisation de l'entreprise qui pète. On s'arrête de tracer des chemins, mais les mecs vivent pour ça. Donc on fait quoi ? Et donc effectivement, on a eu une phase de bascule qui était pas forcément simple, où il y a eu des départs de ces gens qui sont plus aventuriers. Il y en a qui sont restés, parce qu'on a quand même une part un peu encore de croissance et de choses à découvrir. Et tu as une nouvelle population qui est arrivée, qui sont ceux qui empruntent les chemins déjà ouverts. Et c'est pas la même manière de les gérer, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même manière de travailler, c'est rien à voir, quoi. Tu transformes ton entreprise. Et je vais venir sur le rôle de l'entrepreneur là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ça doit être un profil qui gère les deux, est capable d'être à la fois aventurier et à la fois stable, pour pouvoir justement créer, s'il veut en tout cas vivre la totalité d'une vie d'entreprise. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très aventuriers, qui lancent des projets, des startups, et qui derrière les revendent ou les laissent à d'autres personnes. À ce moment-là, c'est aussi possible. Mais si on veut vivre une entreprise dans son ensemble, l'entrepreneur doit pouvoir gérer les deux et être à l'aise avec les deux phases. Alors oui, pas moi. Moi, je gère pas les deux phases. Je suis pas hyper structuré pour être dans la routine et dans un truc très structuré, j'y arrive pas. Par contre, on a embauché une personne qui est super là-dedans et qui fait super bien ce boulot-là et vraiment beaucoup mieux que moi. Je vais dire la délégation, ça marche bien. Exactement. Et effectivement, alors là, ça permet de prendre un peu de temps pour se reposer parce que du coup, t'as plus le sujet d'aventure, ou en tout cas beaucoup moins, et t'as plus de crise, et ça roule parce que c'est structuré. Donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, moi, je règle des problèmes. Donc si j'ai pas de problème à régler, moi, j'ai pas de travail. Ouais. Mais je suis ravi, mais pas de travail. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même... En fait, ce que tu dis, c'est qu'il va falloir créer des micro-aventures tout au long du chemin de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, pour à la fois satisfaire ton côté aventurier et celui des employés qui, eux, le sont et qui sont importants dans l'entreprise. Ouais, et pour continuer aussi c'est ça qui génère de la croissance. Voilà. C'est ça qui génère la croissance. Par contre, c'est des micro-aventures. C'est Ouais. pas, on bouleverse toute l'entreprise. C'est pas l'Indiana Jones permanent, ouais, c'est très clair. C'est la différence entre la croissance et l'hypercroissance. Parce que ça, c'est valide au sein d'une phase de l'entreprise. Comment dire ? Une petite entreprise, par exemple, peut être lancée et gérée par une personne, par un directeur, mais c'est pas la même personne qui sera bonne quand l'entreprise passe de 1 à 20 employés que celui qui va la faire passer de 100 à 500, et c'est pas du tout la même personne qui va la gérer quand elle aura 10 000 employés. La zone de génie d'un président, elle sera pas à toutes les étapes, c'est pas possible. C'est soit t'es bon pour lancer, soit t'es bon pour faire grossir, soit t'es bon pour gérer, stabiliser un truc énorme. C'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas le même métier, et c'est pas du tout la même chose. Donc tu peux générer des micro-aventures, mais là on parle plutôt des 2 premières phases. Moi, je suis d'accord à un instant donné. C'est-à-dire que je pense que tu peux évoluer. Donc effectivement, tu as des endroits où tu es vraiment meilleur qu'à d'autres.
Je pense que c'est tout à fait faisable d'être sur plusieurs phases. Il y a plein de gens qui l'ont démontré. Je pense qu'évidemment, il y en a qui te plaisent plus que d'autres. Par contre, c'est une question de volonté aussi. C'est-à-dire que tu peux te forcer à, si c'est pas naturel, mais que c'est ton objectif. Bon, moi, j'ai pas envie de me forcer. Et puis surtout, il y a des gens que ça éclate. Donc, ça m'amuse pas, ça les amuse. C'est comme je disais, hein, il y a des personnes qui vont faire que lancer des nouveaux projets parce qu'ils adorent cette phase de lancement. Et il y a des personnes qui vont faire la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de stabilisation, et qui vont vivre 20 ans de stabilisation et qui seront plus incapables de recommencer un lancement, et parce qu'ils se seront transformés pour être des très bons gestionnaires du TPE, PME, voire grand groupe. Mais potentiellement aussi, ils vont amener au maximum de leurs compétences, de leur savoir, leur entreprise, et leur entreprise ne va plus grandir parce qu'ils ne sont pas la Parce bonne que eux personne se pour sont la pas faire grandir. transformés. Parce que eux se sont pas transformés, ouais, c'est clair. Ouais. Ou pas entourés. En fait, c'est Ou pas vraiment aussi une entourés. question d'entourage. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, prenons par exemple Facebook, Mark Zuckerberg. Je ne vais pas critiquer est-ce qu'il est bon ou pas en tant que président dirigeant, etc. Mais par contre, il a dû se transformer depuis son projet universitaire à aujourd'hui patron d'une multinationale qui est peut-être dans le top 5 mondial. Pourquoi il a réussi à faire ça? Alors, est-ce qu'il a réussi à se transformer? Certainement. Est-ce que c'est suffisant pour gérer ça? Je ne pense pas. Et donc c'est pour ça qu'il a un entourage de malades. Bien sûr. Il est entouré d'une armée de personnes très compétentes qui ont changé à chaque phase de l'entreprise. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que l'entreprise a continué à croître et à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ouais. Bien. Du coup, on va passer à la dernière question, qui est le secret de ta résilience, du coup, ou de ta persévérance. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te levais, même pendant la crise, malgré les difficultés? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu te bats pour ton entreprise? C'est quoi ton secret? Bon, le pourquoi, c'est parce que j'y crois à ce qu'on fait, parce que j'ai pas spécialement envie de faire autre chose et je pense pas pouvoir vraiment faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu une autre vie où j'étais chez Airbus et j'ai assisté à des trucs un petit peu haut niveau, etc. Et puis j'ai vu tous ces top managers et je me suis dit, ok, j'ai 25 ans, ils en ont 55. Est-ce qu'il faut que j'attende 30 ans pour aller là? Parce qu'au pire, je peux y arriver. Est-ce que 30 ans? Non. Ça a été rapide, hein. Vraiment, ça m'a pris une demi-heure cette affaire. donc j'ai su que je ne ferais pas ça. Donc du coup, une fois que tu as traité le 1, je ferai pas autre chose, et 2, la mission elle-même, j'y crois. Ensuite, il y a le comment. Alors le comment, j'ai lu il y a un petit moment un bouquin écrit par un Navy SEAL, qui est en fait le Navy SEAL qui a tué Ben Laden. Et qui donc raconte évidemment l'intervention, et qui, dans son bouquin, raconte avant toute la préparation qu'il a amenée à l'intervention. Donc comment le mec est rentré dans l'armée, comment il a réussi à rentrer dans les Navy SEAL, etc. Et il raconte que la sélection pour les Navy SEAL est horrible. Et évidemment, c'est l'objectif de base, de sélectionner les plus résistants. Et en fait, il dit que un des trucs les plus durs à vivre à ce moment-là, c'est pas tellement les épreuves où les mecs te foutent dans de l'eau à 4 degrés à 4 heures du mat en te sortant du lit et tout ça. C'est pas forcément ça le plus dur. C'est de voir les gens partir un par un. Et en fait, tu te dis, si lui... Et puis en plus, ils sont de plus en plus forts mentalement. Donc c'est, si lui, il est parti, pourquoi moi, je suis encore là? Et en fait, ce gars-là avait une technique qu'il donne dans son bouquin. Il dit je vois jamais plus loin que le prochain repas. En fait, le prochain repas, c'est dans pas si longtemps que ça. T'as toujours une échéance de quoi? Un tiers de journée, un quart de journée. Il y en a un des tiers où tu dors. Bon, c'est gérable. Si tu commences à... Ce qui est très très dur, c'est quand tu vis énormément d'épreuves. Alors,
soit une épreuve très dure, soit plein d'épreuves très dures, soit quelques-unes très très dures en même temps, te projeter loin, c'est compliqué. Parce que tu fais face à un tel amoncellement d'emmerdes que tu peux pas voir loin. Si tu vois loin, tu vois la montagne à gravir et tu renonces immédiatement. Par contre, si tu dis, bon voilà, les 10 prochains mètres, là, je peux les faire ou pas? Ouais, je peux les faire. Les 10 mètres, je peux les faire. Puis au bout de 10 mètres, tu fais ceux-là, là. Ouais, on va pouvoir les faire, etc., etc. Mais tu sais quoi, tu fais ça 10 fois, t'as fait 100 mètres. Et puis tu continues, tu continues, tu continues. C'est le fameux, c'est Sun Tzu, un voyage de 100 lieues, de 1000 lieues commence par un pas. La méthode des petits pas. Et en fait, tu te fixes des objectifs qui sont extrêmement courts. C'est notre méthode à nous de micromanagement, ça. Donc on n'a pas des gens qui font du micromanagement, mais on découpe nos tâches en micro-tâches. Et la durée de la tâche n'est pas négociable. Et en fait, en te mettant des très courtes échéances comme ça, tu fais des merveilles parce que l'accumulation de ces micro-objectifs qui sont franchement simples à réaliser, hein. Et puis quoi, au pire, t'en foires un ou deux de temps en temps. Et ben, au final, tu parcours de très très longues distances sans t'en rendre compte. D'ailleurs, c'est un truc qu'on fait beaucoup quand on fait des randos ou des choses comme ça. Tu te fixes un point visuel, puis tu le fais, et puis tu te dis pas, ouais, je vais faire les 30 bornes. Et cette méthode-là, invariable, à chaque repas, ok, le prochain repas, c'est quoi? J'ai quoi entre les deux, etc., etc. Alors, ça manque un peu de préparation. Je ne te cache pas que du coup, tu vis un peu dans l'impro général. Mais c'est gérable mentalement. Même si à l'intérieur de ces demi-journées, de ces quarts de journée, tu vis des trucs vraiment durs à gérer. Parce que, en fait, par période, t'en as un ou deux à gérer, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je pense que déjà, il faut faire attention parce que ça paraît facile comme ça, mais savoir découper Ah non, c'est dur. une tâche en petites tâches. J'ai pas dit que c'était. À aucun moment, j'ai dit que c'était facile. Hein. C'est extrêmement dur. Ça paraît facile, mais, c'est ça que je dis. Mais ça devient possible. Ouais. Et le problème avec ça, que tu l'as très bien dit, c'est aussi que derrière, tu perds la vision un tout petit peu plus long terme. Et en perdant ça, tu as tendance à apparaître toujours au plus urgent et pas forcément au plus important. Oui, c'est vrai. Et bon, c'est un petit risque à prendre. Je pense que c'est quand même important pour l'entrepreneur d'avoir à la fois la vision long terme, mais derrière de redécouper, de se centrer sur maintenant qu'est-ce que je fais jusqu'au prochain repas. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. C'est une discussion aussi qu'on a eue avec Bouchra il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. Et de la période. La période de crise, il faut y aller petit pas par petit pas, c'est hyper important. Par contre, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à se mettre un objectif inatteignable et énorme, et derrière, avancer, ne pas l'atteindre, mais du coup avoir atteint un objectif qui est quand même assez gros et qu'ils n'auraient pas atteint. Par exemple, par exemple, se dire je vais courir 10 km et ils sont très contents, ils en ont fait 2. Alors que si c'était dit je vais faire 2 km, bah, potentiellement ils y seraient jamais arrivés. Ça, c'est une typologie de personne. Et il y a une autre typologie qui est donc plus comme toi, qui te dit non, je vais compter 100 pas. Ouais, super, j'ai fait 100 pas. Allez, maintenant, je vais en refaire 100. Et petit à petit, atteindre les 10 km parce qu'en fait, on n'a fait que des 100 pas après 100 pas. Quoi. C'est ça, à ceci près que la vision des 10 km, tu l'as avant. C'est-à-dire, tu dis, ok, on va là-bas. Oui, mais c'est pas possible, on n'a pas la condition physique, on l'a jamais fait. Oui, mais c'est 10 bornes. Et 10 bornes, ça fait beaucoup de fois 100 pas. Et on va les faire un par un, les sessions de 100 pas, mais on va les faire. Et tu vis des moments différents dans ces sessions-là. Tu vis des moments où tu dis, allez, c'est les premiers, c'est cool. Les derniers, c'est bien parce que c'est fini. Au milieu, putain, ça finira jamais. J'ai perdu de vue l'arrière, j'ai perdu de vue le devant, etc. Mais je pense que ça dépend. Alors, la vision stratégique est essentielle parce que sinon, c'est bien mignon de mettre la tête dans le guidon, mais si tu sais pas dans quelle direction tu la mets, ça sert à rien. Par contre, je pense qu'il y a des moments où c'est une pollution intellectuelle que de se poser des questions transcendantales alors que tu dois mettre la tête dans le guidon et pédaler fort, quoi. Donc, tu vois, t'as des périodes, je pense que t'as des périodes courtes, mais de prise de hauteur, où tu peux redéfinir des choses. Et après, tu redescends et focus.
Pour revenir sur quelque chose qui est plus terre à terre et pragmatique, c'est par exemple si je dis il faut que je vende mon produit. Alors, je dois faire de la publicité, je dois prospecter, je dois faire ma landing page, je dois, etc., etc., etc. Bon, déjà, on peut découper tout ça. Oui. Ma landing page, déjà, il y a plusieurs Oui. parties dans ma landing page. Oui. Je vais commencer par faire bien la première partie. Et même celle-là, tu peux la Et découper. celle-là, je peux... Exactement. Et petit à petit, en fait, ça devient du petit travail facile à atteindre. Et il faut se féliciter de l'atteinte de ce petit objectif. Oui. Et petit à petit, les choses grossissent et on y arrive. Et tu ne seras jamais satisfait de la vitesse à laquelle ça va. Mais ça, une fois le recul pris, une fois que tu es arrivé, finalement, c'était rapide. Mais voilà, quand tu es sur le moment, c'est dur d'être satisfait. Quand tu as fait une demi-page de landing page, bon, t'es pas content, quoi. Ouais, mais n'empêche qu'en 2 jours, elle aurait été finie. C'est pas mal 2 jours, hein. Donc, c'est d'autant plus dur que là, tu parles, toi, de ton cas, de ton expérience, et c'est aussi le cas pour Bouchra et moi, où on vient d'une grande entreprise, où en fait, on n'était jamais seul sur un projet, il y avait toujours une équipe autour de nous, et du coup, ça allait beaucoup plus vite. Et quand on se retrouve seul, entrepreneur, à devoir avancer, ou en toute petite équipe, forcément, ça va moins vite. Et il faut l'accepter. l'accepter. Et tu as un autre effet, je trouve, positif dans ce découpage-là. C'est que toute expérience, toute tâche, toute compétence découpée à un niveau suffisamment faible, elle devient facile à apprendre, facile à exécuter, même si tu as une marche, parce que tu ne l'as jamais fait. Ça va, c'est une petite tâche. Et en fait, de cette petite marche par petite marche par petite marche, tu peux apprendre des métiers entiers. Et ça prend pas si longtemps que ça. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je veux dire, quand on était à l'école, c'était pas super simple. On parlait d'intelligence artificielle. Entre-temps, il y a eu Wikipédia qui est arrivé. Tu avais accès à des tonnes d'informations. Il suffisait de demander à Google et puis tu avais machin. Au niveau des développeurs, aujourd'hui, c'est la même chose. Tu as Stack Overflow. Tu demandes et tu as 500 personnes qui ont eu le problème. Donc voilà. Aujourd'hui, en plus, tu as du chat GPT où tu lui poses la question. Il fait « Ouais, bien sûr ». Il te dit des conneries des fois, mais il va te répondre, à n'importe quelle question que tu te poses sans forcément que tu ailles te palucher 15 liens Google. Tu as un volume de connaissances disponible ahurissant aujourd'hui. Mais c'est la connaissance. Bouchra va pas me contredire parce que c'est d'elle que ça vient. C'est de la connaissance passive. C'est pas quelque chose que tu mets en application tout de suite, ou alors il faut le faire. Et si tu le mets en application, c'est là que il vaut mieux le faire petit pas par petit pas. Typiquement, je dois apprendre un nouveau langage de dev que je connais pas. Documentation, ChatGPT, travail pratique, 2 jours, plié. Va dire à une école de dev que tu peux apprendre un langage en 2 jours. C'est impossible. Mais ça marche bien, hein. Après, ça vient aussi du fait que tu as un peu es déjà développeur. Machin, je sais, je triche. Mais y a même avant, même des devs expérimentés, machin, tu avais 1 semaine de formation. Ou alors ou 2. Lire le bouquin la doc du créateur en 2 volumes avec 800 pages. J'ai fait ça. Tu reprends l'explication des opérateurs, alors que a priori c'est la même chose dans tous les codes. C'est exactement ça. Bon, bref. Aujourd'hui, ces bouquins servent de cale écran sur les ordinateurs. Juste pour info, je les ai toujours et ils servent à relever les écrans des ordi. L'obsolescence du format. Comment dire, ça ira dans des musées un jour. Exactement. Pour revenir sur l'IA, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que ce découpage en micro-tâches, c'est ça aussi qui permet aujourd'hui à ceux qui veulent utiliser l'IA de manière efficace de l'avoir de manière efficace. Oui. Si on demande à ChatGPT, écris-moi une landing page pour vendre ma formation, ça risque de pas être terrible. Le résultat est pas fou. Voilà. Par contre, si tu lui dis, je suis en train de faire une landing page, je suis dans telle section et je voudrais que tu mettes sur ce paragraphe-là, là potentiellement déjà c'est plus intéressant. C'est le résultat de ça, c'est la formation dont on a parlé. Est assez extraordinaire. Ouais, tu peux lui demander, là en l'occurrence, tu lui demandes de faire le plan de ta landing page et pour chaque paragraphe ensuite des questions et du coup
Derrière, tu te retrouves avec des résultats. En plus, tu peux préciser des choses, hein. Tu peux demander un ton, tu peux demander une longueur. Euh, tu peux te retrouver avec des éléments qui sont extrêmement intéressants. Et pour un exemple tout con, aujourd'hui, on l'utilise dans les maquettes, où il y a le fameux lorem ipsum qu'on a tous utilisé des centaines de fois. Aujourd'hui, on n'utilise plus le lorem ipsum. On donne un volume de caractères et on dit voilà, on est dans cette section, à tel endroit, on veut expliquer ça, t'as 300 caractères, bonne chance. Et on prend copier-coller. Alors le texte ne va pas, on s'en fout, il sera changé. Ouais, Mais mais à le la place d'avoir un client, lorem ipsum, pour t'as le un vrai client, texte. pour ton client, parce que lui, il a besoin de se projeter facilement, Exactement. bah, c'est plus facile qu'avec un Exactement. ipsum. Ouais. Et puis là, oui, mais le texte va pas du tout. Bah, parfait, fournissez-le nous. Alors que le lorem ipsum, il se projette pas. Parce Il qu'il a dit pas le compris que texte va pas c'était du un. tout. Oh, Il dit, c'est ça. Et c'est c'est un épiphénomène de un morceau dans un métier, des chamboulements que ça a. Mais c'est vrai que c'est hyper efficace. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que pour le rendre efficace, bah, cette action de découper en micro-tâches, en Ouais. comment dire, événements, c'est la clé. C'est la clé du succès. C'est le minimum vital. Mais pour tout, hein, d'ailleurs. Moi, De toute façon, découper en processus son entreprise et en micro-processus, c'est ça aussi qui C'est ça. fait qu'on comprend mieux et qu'on peut évoluer. Bah, merci en tout cas pour cet échange. On a l'habitude de terminer les interviews par quelques petites questions du tac au tac. Donc, la première question. Est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe ? Recrutement. Plein de raisons. Je te les explique. Bon, il y a un élément évident, c'est qu'on fait de la R&D, donc on veut la garder en interne. Deuxième élément évident, c'est que c'est important pour moi que les gens soient 100% focus sur ce que je leur demande de faire. Et ça marche pas si tu es avec 36 clients. Voilà. Et la troisième, c'est que moi, je veux une équipe. Pas des gens qui travaillent les uns avec les autres, je veux une équipe. Et ça se fait avec des gens qui se rejoignent le matin, qui prennent une bière le soir, le café après manger, et qui vivent les aventures ensemble. Et ça se fait pas avec des gens qui travaillent les uns à côté des autres. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation ? Auto-formation. Ouais, ça va vite. Hein. Auto-formation, c'est une déformation du monde du développeur. Dans le développement, c'est pertinent de savoir comment trouver l'information. C'est pas pertinent de se faire former à l'information elle-même pour plein de raisons. Elle change tous les 15 jours. Par contre, être capable de trouver une doc, la lire, la comprendre, l'exécuter, ça c'est pas mal. Donc en fait, nous on a un sujet, la formation qu'on fait, qu'on organise, c'est permettre aux gens de s'auto-former. C'est intéressant. Qui est une vraie compétence, du coup. Et y compris pour des actions, pour des compétences de l'entrepreneur pour toi, c'est-à-dire de chef d'entreprise, c'est des choses où principalement tu t'auto-formes, ou est-ce que tu as quand même réfléchi à des formations Alors moi j'ai un avantage injuste, c'est que je suis entouré d'énormément d'entrepreneurs, à la fois dans le cadre familial et dans les clubs et les amis, etc. J'ai entouré de pas mal de monde, donc j'ai cette chance-là. Et après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis l'adepte de faire plein d'erreurs une fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, c'est que tu n'as vraiment manifestement pas appris de la première fois, et la troisième fois, ça frôle la bêtise. Donc faire des erreurs, c'est pas grave, parce que si à chaque fois que tu as fait une erreur, tu le notes, tu l'apprends, et tu recommences pas, tu progresses à une vitesse folle. C'est la meilleure formation. Hein. Et je peux te dire que tu t'en souviens. Donc, pas de besoin de formation après. Sauf dans les moments où, comme tu disais, la moindre erreur peut faire la couler ta boîte, où là, ça peut être... Ouais, bah, je peux te dire qu'on a bien appris là. Oui. Je m'en souviens encore. Hein. Ok. Est-ce que tu es réseau d'entrepreneurs à la cool, ou plutôt réseau d'entrepreneurs structuré ? Bon, ça, tu connais la réponse. Réseau d'entrepreneurs à la cool.
Déjà parce que c'est pareil en entreprise d'ailleurs, hein. Moi, l'organisation de la boîte, il faut que ça soit la bonne humeur, la bonne ambiance et un truc sympa parce que j'ai pas envie de m'embêter 8 heures par jour. Donc, faut qu'on soit dans un endroit où on s'amuse. Pour les clubs et les réseaux, c'est pareil, hein. Moi, les trucs où on s'échange des cartes, d'ailleurs, moi, j'ai jamais ma carte sur moi, donc comme ça, c'est plié. Les gens qui viennent te voir, ils prennent ta carte, ils vont voir le mec d'à côté, ils prennent sa carte, puis ils prennent un croissant, ils s'en vont. Ça s'appelle pas un club d'affaires, c'est un speed dating. Ça m'intéresse pas. Euh, et puis, tu sais, c'est toujours le même sujet d'être orienté vers l'argent ou vers les personnes. Et moi, je travaille avec des personnes. Il s'avère qu'on fait de l'argent ensemble et on est tous contents. Mais on travaille avec des personnes. Et si tu veux, un des trucs dont je suis le plus fier, c'est pas spécifiquement le nombre de zéros qu'il y a sur le bilan, mais c'est les gens. En fait, j'ai le droit de choisir les gens avec qui je travaille, c'est quand même un truc de fou. Et c'est un vrai bénéfice tous les jours. Alors que bon, ton bilan, tu le vois une fois par an, ça dure 10 minutes, tu fais péter le champagne et puis voilà, c'est fini. Bon, après, il faut recommencer. Alors que tous les jours, moi, quand je me lève et quand je vais dans les bureaux, je vois des gens que j'aime bien, quoi. Et ça, c'est le vrai luxe. Donc, pour les clubs d'affaires, c'est la même chose. Moins de monde, mais des vrais amis. Et en fait, c'est... Enfin, tu peux réorienter ça avec n'importe quelle typologie de relation humaine, hein. Tu peux faire beaucoup du superficiel ou un peu, mais mieux. Ouais. Et puis Et là, j'ai on pas le parle temps de... pour le beaucoup superficiel, de toute façon, donc comme ça, c'est plié. Et puis question suivante. Est-ce que le téléphone et l'email, c'est un ami ou un ennemi pour toi? C'est un ami un peu envahissant. Moi, j'ai mon téléphone qui est clairement greffé à ma main. D'ailleurs, on a de la chance. Mais ouais, je suis un hyper connecté. Euh, Alors, j'ai cette particularité d'être très légèrement hyperactif et donc du coup d'avoir besoin de faire beaucoup de choses en même temps et beaucoup de choses tout court dans la journée. Et le fait de recevoir 100, 200, 200, 300 notifs dans la journée, moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. J'y réponds, j'enchaîne énormément. Euh, Par contre, vaut mieux pas que ça soit un jour où tu es fatigué. Parce que quand tu es un peu au fond du seau, que tu as des moments difficiles, que tu es crevé, bon, les 300 notifs, elles font mal. Mais c'est comme un ami envahissant. Quand t'es dans un bon moment et tout, bah, ça fait plaisir. Et puis quand t'as envie d'être tout seul et que tu peux pas être tout seul, c'est un peu embêtant. Voilà. J'aime bien la métaphore. Est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé? Oh, chaos organisé, largement. Je supporte pas la journée type, j'y arrive pas. Je vais pas aux réunions. Tu sais que quand on m'organise trop de réunions, tu sais, les réunions quotidiennes, là, à la même heure, j'y vais pas. Et en fait, elles sautent au fur et à mesure. Un truc progressif. C'est totalement inconscient, hein, mais ça marche pas du tout. Alors ça peut être très organisé, mais il faut pas que ça soit plusieurs fois la même chose, quoi. Sinon, Toi, la routine, c'est pas fait pour toi. j'y arrive pas. Je suis allergique, je crois. Même, comment dire, même des petites routines Impossible. le matin, etc. Alors si, il y en a quelques-unes, voilà, le lever, le petit sport, le machin, t'as des routines qui sont constructives. Tu vois, voilà, la routine pour te réveiller, la routine pour te coucher, la routine... y a des choses qui sont indispensables, mais le contenu intellectuel de la journée, si c'est le même, moi je tiens pas une semaine. Et encore une semaine, c'est une semaine patiente. Ça marche. Alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo ou podcast? Alors, j'ai été beaucoup lecture, énormément. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je podcast pas trop. Vidéo, je commence pas mal, ouais. J'ai un peu remplacé. En fait, la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que je peux le mettre en tâche de fond. Ce qui a une double utilité, ça me permet de me focus sur ma tâche et d'avoir une petite tâche de fallback à côté où voilà, quand je me décentre de mon activité, je tombe toujours sur la même chose. Donc ça, c'est bien, je balance entre les deux.
Sinon, ça part dans tous les sens. Souvent, c'est des choses qui t'apprennent pas mal. Parce que bon, tu choisis ce que tu regardes. Hein. Donc, moi, je choisis des trucs tant qu'à faire qui sont intéressants. Finalement, tu apprends beaucoup de choses. Et tu peux faire les deux en même temps. Ce que tu ne peux pas faire avec la lecture, et ce qui du coup devient frustrant, parce que mon niveau d'attention avec le temps et avec les technologies là, a chuté drastiquement. Je pense que je suis à 30 secondes max sur le même sujet, quoi. Les deux. J'ai la moitié de la bibliothèque, c'est du business, et l'autre moitié, c'est de la spiritualité et des romans. Et la collection intégrale pour les nuls, avec des sujets divers et variés. Ouais, donc une J'ai vraiment la curiosité moitié très de la large. collection. D'ailleurs, s'ils veulent m'envoyer l'autre moitié, moi je suis preneur si jamais ils voient la vidéo. Ouais, j'ai des trucs un peu éclectiques. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bouquins sur le business. C'était la période où je démarrais. Là, moins. Beaucoup moins. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué? Un livre business. Ah, Père riche, Père pauvre. Mais bon, c'est un lieu commun. Mais par contre, quand j'ai fini de le lire, j'ai fait attends. On va s'arrêter tout de suite là. Hein. Parce que là, je suis en train de faire vraiment une erreur à très très long terme quand même. Ce livre a été marqueur de. Ça a été un des trucs où j'ai dit non, c'est fini là, ça va pas être possible. Parce que là, c'est un peu comme attendre 30 ans pour être le top manager là que je vois de l'autre côté de la table, ça va pas être possible. Là, c'est l'histoire est déjà racontée, ça va pas être possible non plus, quoi. Donc il y a ce truc là. Dans les bouquins de business super intéressants, il y a la stratégie Océan Bleu qui est un vrai bel outil et qui marche super bien. Pour moi, c'est un must-have, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on t'apprend pas mal de choses dans les écoles de commerce, notamment les matrices, les SWOT, les trucs. Mais ça, là, c'est surpuissant comme outil. C'est tout con. Et c'est un bouquin qui est très facile à lire, qui est très Ouais. petit, et pourtant qui donne des outils fabuleux. Extraordinaire. Il y a le Business Model Canvas aussi, qui est pareil dans les must-have, qui a été un gros sujet. Ils ont sorti un autre truc, exactement pareil, même format et tout, mais sur l'UX. Super intéressant. Le parcours utilisateur, les études, très très bon. Il y a aussi un truc sur le design thinking. Ouais. Excellent ces bouquins-là. Et après, alors un petit peu plus spirituel, et bon, quand tu connais le mec qui est derrière, c'est pas. Je sais pas, voilà. À prendre avec des pincettes, mais From Zero to One, qui est Peter Thiel qui a écrit ça, et qui est intéressant. Comment créer quelque chose qui n'existe vraiment pas du tout avant. Parce qu'on t'as toujours ce truc, genre, si t'as des concurrents, c'est qu'il y a un marché, ok. Et si t'as pas de concurrents, il n'y a pas de marché. C'est pas sûr, hein. Est-ce qu'il faut que tu crées le marché? Comment Ouais, ça marche? C'est pas sûr. Puis c'est quoi un concurrent? Ça peut durer très longtemps comme discussion, ça. Et c'est proche de la stratégie Océan Bleu parce que, en fait, on se rend compte que déjà créer quelque chose qui n'existe pas, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est juste un assemblage de choses qui existent qui crée quelque chose qui n'existe pas? C'est exactement ça. Très intéressant tout ça. Question suivante. Est-ce que tu es plus sport ou art? Oh bah, art. Bon, ça veut dire pas sport. Voilà. Avec modération, le sport. Mais oui, non. C'est un l'art sujet de plus, hein. manque de volonté. Ah, j'aime pas ça. Ouais, t'as pas. C'est vraiment. Et puis c'est vraiment une question d'affinité, quoi. Vraiment, Ouais. on n'est pas copains, quoi. D'accord. Après, bon, j'en fais un peu, mais c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. Ok. Mais c'est voilà, l'art, j'ai un historique un peu. J'ai fait du dessin. Là, je me suis mis au piano il y a 6 mois, donc j'apprends le piano. Ouais, tu vois, on est plus sur de l'art. J'ai fait de la 3D, de la 2D sur ordi. Enfin, j'ai fait des trucs un peu. Ouais, plus l'art. Ok. Mid-journée, tu t'y intéresses un peu du coup? Et ben, j'ai pas encore regardé. Ouais, et je sais que c'est étonnant, mais j'ai pas encore regardé. Donc j'ai vu. Alors j'avais téléchargé une appli qui implémente un morceau de Midjourney, mais je suis pas allé vraiment dessus, donc c'est un des sujets que j'ai à faire là d'ici le mois prochain. C'est hyper important. Ça marche. Est-ce que ton entourage et tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur? Oh oui. Oui, bien sûr. Bah alors, déjà, quand tu es entrepreneur, quel que soit ce que tu fais et à quel stade t'en es,
que ça marche ou pas, il y a des gens qui t'admirent par principe. Il n'y a aucune raison. Hein. T'as rien fait, mais ils t'admirent. Et il y a des gens qui te détestent par principe. Il y a autant de raisons. Les deux sont deux diamètres opposés qui n'ont pas plus de sens. Et puis, tu as la tranche du milieu où, en fait, c'est des gens qui, globalement, s'en foutent et qui vont apprécier la personne, ou pas, d'ailleurs, mais au moins pas par principe. Et c'est vrai que ceux qui te détestent par principe, tu les évacues assez vite, hein, finalement, parce que tu n'as pas le choix. C'est une question de suivi personnel. Ceux qui t'admirent par principe, c'est pas hyper confortable. Moi, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pareil, voilà, c'est quand tu discutes avec quelqu'un qui fait non mais alors toi vraiment c'est génial, merci. Et toi? Ah non mais moi rien à voir. Bon, ça va 5 minutes. Et en fait, c'est vrai que c'est très très dur. Tu sais, c'est dans le côté de la solitude du dirigeant en fait, tu as des discussions, c'est pour ça qu'on se retrouve entre dirigeants, c'est parce que tu as des discussions qui sont que tu peux pas avoir avec des gens. Et inversement, il y a des discussions que les gens ont que tu peux plus avoir. Et ça, Oui, c'est super dur. Je critique mon manager, mon patron, etc. Ça, moi, c'est difficile. alors la classique, ouais, mon chef, tu te rends compte, il m'a dit ça, c'est pas normal. Ben, va lui dire. Mais je peux pas faire ça. Ah bon, et qu'est-ce qui t'en empêche? T'as 2 jambes, une bouche, t'y vas. Hein. Ouais, mais si je fais ça, il va me virer. Eh ben, tu trouveras un autre job. Et puis sinon, t'auras fait entendre ce que tu voulais, et puis ça se trouve, c'est juste un problème de compréhension. Ah non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Bon, il y a des discussions que tu ne peux plus avoir. C'est terminé. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui se construisent des personnages orientés sur des trucs comme ça. Et c'est dur. C'est super dur. Et du coup, en fait, ton entourage évolue. Pareil, tu as les gens pour qui tout est dur. Quand tu es entrepreneur, c'est impossible de raisonner comme ça. Tout est dur. Ils ont tout le temps des problèmes. Et je discutais de ça avec mon frère qui vient de lancer sa boîte et qui a le problème en ce moment avec Et tu dis, voilà, il y a des gens, leurs problèmes, moi, je les ai bouffés avant le petit-déj, quoi. Et eux, ça dure longtemps. Donc, en fait, c'est vrai que... Et c'est pas une question que toi, tu as des plus gros problèmes et t'es meilleur, etc. C'est juste que tu as dû apprendre à gérer ces trucs-là. Et que c'est vrai que, bon, maintenant, ça va. Et c'est très, très dur d'avoir des échanges bilatéraux comme ça. Donc du coup, forcément, par effet de levier, de déplacement, tu déplaces ton entourage. C'est très très dur. Hein. Moi, je l'ai très très mal vécu. C'est vraiment... ça fait partie des traumatismes. Tu vois, c'est un peu comme les séparations. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Les séparations, c'est le même sujet. Hein. C'est des cadres de vie, des cadres de raisonnement qui... Tu peux le tourner comme tu veux. Au bout d'un moment, ça casse le couple. Hein. Et c'est un des avantages d'entreprendre en couple aussi. C'est que tu as... Bon c'est pas séparé là du coup. Hein. Et que tu peux avoir ces fameuses discussions, cette appréhension commune, etc. Tu vois, d'un sujet qui est pas palpable si tu l'as pas vécu. Et après, inversement, tu as des gens qui arrivent. Et ces gens qui arrivent, c'est important de bien aussi s'entourer. Tu as d'un côté salarié, mais tu as dans ton entourage perso. Parce que... alors... surtout quand ça marche. Quand ça marche pas, t'as pas trop le problème, mais quand ça marche, tu vas avoir des gens qui sont là peut-être pas pour les bonnes raisons. Et c'est très très dur de s'en rendre compte au début quand tu l'as jamais vécu parce que c'est vachement plaisant. Hein. En termes d'ego, ça te booste. Donc vraiment, c'est très très toxique. Et puis au bout d'un moment, tu te fais... tu continues à évoluer, tu continues à te déplacer dans ce truc-là et en fait, tu t'attaches à des gens... qui ont la même trajectoire. Ils sont peut-être pas au même endroit, ils sont peut-être un peu sur le côté, ils sont en dessous, en haut, machin, mais ils sont sur une trajectoire qui est assez similaire. Et c'est comme ça que tu arrives à te réentourer, à te reconstruire un nouvel entourage qui ressemble. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, même dans l'entourage qui reste, qu'on peut pas, entre guillemets, se séparer, hein, c'est notre famille, par exemple, on peut pas divorcer de ses parents, hein, ça c'est normal. Il y a un apprentissage, une difficulté qui est de dire bon, je suis moi,
Je suis pas mon entreprise. Donc la première question que tu me poses, ça doit pas être comment ça va le business ou des choses comme ça. Ou en tout cas, ça peut être une question, mais parmi d'autres, et pas le sujet unique de notre interaction. On reste des humains. Et t'as ça et t'as l'inverse. À ceux qui s'en foutent complètement, oui. Non, mais ça, on n'en parle pas. Oui, alors, j'y passe 95 heures par semaine, ça, on peut en parler un peu, sinon on va pas parler de grand-chose. C'est ça, il faut le juste milieu. Et, exactement. Mais moi, j'ai une chance folle avec ça. C'est-à-dire que vraiment, tout mon entourage familial, à quelques exceptions près, ont eu des entreprises. Ouais, ça, c'est chouette. Et et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement, donc tu parles de comment tu vas, comment va le business, etc. Mais il y en a un sujet qui est abordé par tous ces gens-là et que aucune personne qui n'a pas d'entreprise n'aborde jamais, parce que ça ne l'effleure même pas. C'est comment tu vas, toi? Ça va, t'es en forme? Est-ce que tu peux te reposer? T'as pris des vacances? Tu planifies de prendre des vacances? C'était quand les dernières? Et ben ça, quand t'as pas un entourage qui sait ce qu'il y a derrière ça, et ben personne pose la question. Hein. Jamais. Hein. Ça, c'est une énorme chance. Énorme. Parce que moi, j'ai frôlouillé 2-3 burn-out. Et si je les ai frôlés, c'est parce que, j'ai vu d'autres personnes en avoir avant et que je savais identifier les signes avant-coureurs. Et que j'ai des gens qui savaient que j'étais là-dedans et qui m'ont dit ça en vrai, c'est injuste parce que j'ai cette chance-là et qu'il y en a plein qui n'en ont pas, mais ça, c'était une vraie chance. C'est une chance qui se crée. C'est-à-dire qu'un entrepreneur seul tu peux ne pas être seul. Voilà, il faut le créer. C'est clair. Tu peux, il faut, c'est vital. Oui, mais l'entourage, c'est plutôt... quand ils ne sont pas entrepreneurs, ils vont plutôt poser la question, ça va les affaires? De toute façon, toi, tu es entrepreneur, tu es disponible, tu peux aller là. Ah oui, de toute façon, tu es à ton compte. Tu es tout le temps en vacances. Tu peux faire... Ah, t'étais pas au bureau un vendredi après-midi? Bah ça va. Oui. Et le dimanche, j'ai juste travaillé tout le week-end jusqu'à 1h du matin, mais effectivement, le vendredi, j'ai pris mon après-midi. Désolé. Celle-là, on la connaît. Exactement. Bon, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Une dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est pour les gens qui nous regardent, notamment des gens qui veulent entreprendre ou qui entreprennent depuis peu, quel est le conseil, si tu avais un conseil à donner, que tu leur donnerais? Ne pas tomber amoureux de son projet. On a tous vécu ça, de démarrer avec une idée. Et pour ceux qui ont changé qu'une seule fois d'idée, c'est ceux qui sont tombés tout de suite sur un coup de bol sur le sujet qui marche. Mais en tout cas, de ceux que je connais qui... j'ai 2-3 anecdotes en tête là, une bonne dizaine même, qui se sont acharnés sur un truc qui marchait pas, ont très très mal vécu, voire perdu leur boîte. Tous ceux qui ont réussi à mettre une espèce de routine de remise en question en disant ok, ça marche pas, fini, terminé, ça marche pas. Qu'est-ce qui a marché? Parce qu'en fait, on a toujours des petites opportunités, des trucs qui ont l'air de rien, qui sont juste à côté de ce qu'on fait. Et il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit ouais, tu sais faire ça? Bon, ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe si ça, tu te mets à prospecter dessus? Parce que c'est pas dans ton offre, c'est pas dans ce que tu proposes, etc. Mais si tu communiques que ça, tu sais faire. S'il y a un mec qui est venu te voir, peut-être qu'il y a un marché. Et en fait, on reste, parce qu'on a travaillé énormément sur le sujet, parce qu'on a échoué, parce qu'on a saigné dessus, etc. On reste sur le produit qu'on veut vendre au début. Et bien, mais quand tu fais cette petite routine de dire ok, qu'est-ce qui a marché là de manière totalement imprévue, et si j'essayais de le commercialiser? Et en fait, en faisant ces petits pas, c'est toujours les petits pas, au final, tu réadaptes, et à la fin, tu tombes un peu par hasard sur un truc qui marche bien. En fait, c'est la fameuse aversion à la perte, en disant j'investis tellement que je peux pas m'arrêter. Bah si, justement, il faut pouvoir pivoter, et c'est la belle différence entre persévérance et acharnement. La persévérance, c'est indispensable quand on entreprend, mais l'acharnement, c'est un danger. C'est ça.
Et c'est de toute façon un business tourne comme ça, c'est-à-dire que même le jour, le monde évolue, un jour tu as un truc qui marche, ça va peut-être durer 5 ans, mais dans 5 ans, c'est peut-être plus ça qui marche. Donc c'est toujours besoin de se renouveler, et ça marche le jour où tu te lances, quoi. Surtout de nos jours, où le monde change de Ouais, plus en plus ça va vite. vite, hein. On a l'intelligence artificielle qui arrive, avec des métiers qui vont disparaître. Il va falloir être en mesure de très vite changer, pivoter, s'adapter. Et ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui dans la nature. Merci pour ce conseil, hein. Avec plaisir. C'est vrai que, alors, dans le j'en profite, je fais un peu de politique. On nous donne énormément de conseils dans le monde entrepreneurial, en tout cas dans le monde public, les incubateurs, la région, etc., sur tout ce qui est évident. Il faut faire un business plan, il faut faire une analyse stratégique, etc. Mais comme c'est des conseils, désolé, qui sont donnés par des gens qui n'ont jamais arpenter le chemin. C'est dans Matrix, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Il y a une sacrée différence même. Et en fait, c'est pas ces conseils-là qui sont importants. C'est pas d'avoir un super business plan qui est important. C'est pas d'avoir une super étude. L'étude de marché ne sert à rien. Il y a une personne qui est venue nous voir il y a 6 mois, je crois. Elle est dans une école de commerce. Elle dit ouais, j'ai fait une étude de marché, etc. Je fais, super. C'est quoi ton truc? C'est pour des commerçants et tout. Je dis bon, t'es où là? T'es chez toi? Ouais. Descends. Et tu fais 4 rues là, tu vas voir tous les commerçants de la rue, tu leur présentes et tu leur demandes s'ils achètent. Pas si c'est intéressant, pas si c'est une bonne idée, tu leur dis voilà, ça coûte tant, est-ce que tu achètes? Point. Elle est revenue le lendemain, elle dit bon, il y en a un qui a dit oui. Je crois que c'est déjà un problème. Elle dit mais voilà, ça c'est ton étude de marché, parce qu'en vrai, ton marché, c'est pas des tableaux Excel, c'est les gens que tu vas aller voir toi quand tu vas démarrer ta boîte. Et ça, mais des trucs comme ça, on a des pelletés. Parce que on t'apprend des choses. C'est des gens qui n'ont pas arpenté le chemin qui viennent t'apprendre le chemin. C'est ça. Des théoriciens de l'entrepreneuriat, Ouais. qui n'ont jamais été entrepreneurs. Et après, c'est vrai qu'il y a un niveau où c'est important. Tu vois, j'ai un business plan qui tourne, c'est important quand même. Mhm. Mais bon, ok, c'est nécessaire, mais pas suffisant, hein. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Johan, pour plaisir. cette interview. Et où est-ce que les gens peuvent te contacter, te trouver? Sur LinkedIn, sur l'adresse de contact de la boîte. Ça tombe juste à côté de chez moi, donc c'est facile à récupérer. Donc c'est contact@stratege.in, donc c'est strateg.in. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.